Compte rendu de la 68e réunion du Conseil des ministres. La Première ministre chef du gouvernement a, sur instruction du président de la République chef de l'État, présidé ce vendredi 28 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 68e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de la Première ministre chef du gouvernement. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. La communication de la Première ministre et chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir de la situation des accidents de circulation routière. À ces propos, elle a indiqué que le gouvernement demeure profondément préoccupé par la problématique des accidents de circulation routière qui ont récemment enregistré une recrudescence à Kinshasa et à travers le pays. Ces accidents ont entraîné un taux élevé de décès et des dégâts matériels importants. À Kinshasa, un accident s'est produit le lundi 24 novembre 2025 sur la route de Matadi, près de l'arrêt Gramalik dans la commune de Ngaliema. Une dizaine de compatriotes ont perdu la vie, ainsi que d'importants dégâts matériels causés par le camion qui transportait des matériaux concassés destinés à un chantier public de voirie. Au nom du gouvernement, elle a déploré vivement cette situation et a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles touchées par ces drames. Afin de prévenir de tels accidents et sans préjuger des mesures que doivent prendre les services compétents, elle a invité le vice-premier ministre, ministre de Transport, ainsi que celui des infrastructures à veiller, chacun en ce qui le concerne, à ce que tous les véhicules affectés au service public soient soumis à un contrôle technique obligatoire. Et face à la recrudescence de ces accidents, elle a précisé que le gouvernement réaffirme son engagement ferme en faveur de la sécurité routière. Il est donc impératif que chaque acteur, dans le respect strict des normes et obligations légales, prenne ses responsabilités pour prévenir des nouveaux drames. La vie des citoyens ne saurait être compromise par des négligences ou des manquements et les gouvernements demeurent déterminés à agir résolument pour assurer la sécurité de tous sur nos routes, a-t-elle conclu. Le deuxième point de sa communication a porté sur l'atelier de concertation sur la loi numéro 14/005 sur la sécurisation du régime d'exonération du programme sino-congolais. La Première ministre a informé le Conseil qu'elle a, à ses propos, organisé sous la coordination de l'Agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration du 17 au 22 novembre 2025, un atelier dédié à la loi 14/005 relative au régime douanier, fiscal et parafiscal applicable aux conventions de collaboration. Ces assises ont rassemblé des experts issus de toutes les institutions, y compris la présidence de la République, la primature, la cellule climat des affaires ou encore l'inspection générale des finances. L'objectif principal était d'harmoniser les interprétations de cette loi et de sécuriser juridiquement les exonérations accordées au programme sino-congolais dans le cadre de la convention de collaboration conclue le 22 avril 2008 entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinois. La Première ministre a martelé que ces travaux constituent une avancée majeure dans la gouvernance du programme sino-congolais et pour l'encadrement de futures conventions de collaboration. La mise en œuvre de recommandations permettra de renforcer la transparence, l'efficacité et la crédibilité de l'action gouvernementale. Le troisième point de sa communication a porté sur l'urgence de faire aboutir la réforme portant sur les secteurs agricoles, pastoral et forestier. Suivant la volonté clairement exprimée par le président de la République chef de l'État, la Première ministre a rappelé que l'agriculture est un des secteurs prioritaires du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Il s'agit également du secteur qui emploie le plus de monde en République démocratique du Congo, soit à peu près plus de 60% de la main-d'œuvre active suivant les statistiques. Pour soutenir cet élan,
Le gouvernement a pratiquement doublé la part du budget alloué au secteur agricole depuis les débuts du quinquennat. Il a également entamé un processus de cohérence de l'ensemble des initiatives portant sur les secteurs agricoles, pêche et élevage, ainsi que du développement rural. La Première ministre est revenue sur la décision prise par le président de la République de placer la prochaine conférence de gouverneurs sous le thème de la transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains. Deux défis majeurs persistent. En premier, le défi du financement du secteur. L'autre défi concerne la fixation du SMIG pour les personnels qui sont impliqués dans ces secteurs d'activité. Et la Première ministre a conclu en chargeant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, dans ses attributions, de faire le suivi de lignes directrices qu'elle a tracées pour que toutes ces questions puissent trouver des réponses adéquates. Le quatrième point de la communication de la Première ministre a porté sur la prochaine réunion avec la délégation du secrétariat international de l'initiative pour la transparence des industries extractives dans les cadres du suivi du processus de litier et de la préparation à la validation du pays prévu pour le 1er janvier 2026. La Première ministre a informé le Conseil que la délégation du secrétariat international des litiers conduite par M. Nassim Benani Kapchi, directeur régional pour l'Afrique francophone et le Moyen-Orient, a présenté les rapports réalisés avec le financement de la Belgique et de la coopération de la GIZ. Des documents ont été présentés ainsi que plusieurs points d'attention ont été soulevés à l'attention du gouvernement. Il s'agit entre autres de la nécessité pour le gouvernement de s'approprier des recommandations issues des études et de les traduire en mesures de réforme ou encore du respect des engagements financiers dans la mise en œuvre du processus ITI. Pour permettre à notre pays d'atteindre les recommandations présentées par le secrétaire général, la Première ministre a chargé respectivement le ministre d'État, ministre de la Justice, de prendre dans les meilleurs délais un arrêté ministériel établissant le registre de bénéficiaires effectifs, le ministre d'État en charge du plan ainsi qu'au ministre en charge des finances et des mines d'utiliser les différentes recommandations issues des 3 projets délivrés afin que ces études profitent au pays. Enfin, le vice-premier ministre, ministre du budget et le ministre des Finances de procéder dans les délais requis au paiement de la contribution de la République démocratique du Congo à ces processus. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, la vice-ministre de l'Intérieur, représentant le vice-premier ministre en mission, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la satisfaction après l'intervention du président de la République au sommet Union africaine-Union européenne tenu à Luanda, pendant laquelle il a replacé la paix au centre de ses assises, la large approbation de l'opinion à la suite de l'annonce de la mission de contrôle de l'inspection générale de la territoriale ainsi que celle de la présidence de la République sur la gouvernance de la ville de Kinshasa. Au plan politique, il a fait état de la motion des défiances initiée par des députés provinciaux dans la province du Haut-Ouélé en rappelant le respect strict du moratoire décrété par le président de la République visant à prioriser la stabilité des institutions provinciales en cette période de crise sécuritaire. Au plan sécuritaire, la vice-ministre a informé le Conseil du déplacement de la population des Kana située à la limite administrative avec le territoire de Kramout, province de Maïndombe, après l'incursion de miliciens Mobondo le 23 novembre 2025. À ces propos, la Première ministre a recommandé une attention particulière de tous les services. La vice-ministre de l'Intérieur a terminé son intervention en mentionnant l'interpellation par les services de sécurité des 21 personnes détentrices des passeports kenyans, parmi lesquelles 19 hommes et 2 femmes, dans la matinée du 26 novembre 2025 à l'hôtel Cash Plaza situé au quartier Baumbu. Ces personnes déclarent être fidèles d'une église localisée à Bandalungwa. Une commission sécuritaire a été mise sur pied pour examiner cette situation. Elle a terminé son rapport par la situation frontière ainsi que par des cas, des sinistres et des catastrophes. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale,
représentant le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a passé en revue la situation opérationnelle et sécuritaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent leur position face à l'ennemi. En Ituri, la semaine a été marquée par la reconquête par nos forces de défense et de sécurité de plusieurs autres localités. Dans la partie ouest du pays, au triangle Congo central, ville de Kinshasa, Grand Bandundu, les opérations de traque continuent avec une vigilance accrue suivant les recommandations qui ont été formulées par la première ministre chef du gouvernement. Au chapitre de l'évolution, sur le point de l'évolution de la situation récente sur le marché de change ainsi que de biens et services, le vice-gouverneur de la Banque centrale, représentant le gouverneur de la Banque centrale en mission, intervenant comme invité au Conseil, a brossé les derniers développements de la conjoncture économique. Il en ressort que notre économie continue de bénéficier des effets de l'actualisation du taux de change appliqué sur la réserve obligatoire cristallisée, ainsi que du renforcement de la coordination des politiques macroéconomiques. Cette dynamique contribue à la stabilité observée tant sur le marché des biens et services que sur celui des changes. En effet, le rythme de formation de prix intérieurs est demeuré globalement stable au cours de la troisième semaine de novembre 2025. Le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,3% contre 0,01% une semaine plus tôt. En cumul et glissement annuel, le taux d'inflation poursuit sa tendance baissière comparativement à la même période de l'année précédente, s'établissant respectivement à 1,48% et 2,26% contre 10,84% et 13,14%. Par rapport à la semaine précédente, le franc congolais a connu une légère dépréciation de 0,54% à l'indicatif, tandis que sur le marché parallèle, il s'est apprécié de 0,03% comparativement à fin décembre 2024. La monnaie nationale s'est appréciée de 29,4% à l'indicatif et à 27,72% au parallèle. Le vice-gouverneur de la Banque centrale a rappelé les recommandations de son institution allant dans le sens de la poursuite de la surveillance rapprochée du marché des changes et de la bonne régulation de la liquidité bancaire et de l'accélération du processus de la mise en œuvre de réformes structurelles visant à diversifier la base productive. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique a présenté les tableaux épidémiologiques du pays avec un accent particulier sur la maladie à virus Ebola, le choléra ou encore les Mpox. Au sujet de la maladie à virus Ebola, il a indiqué que notre pays est à 2 jours de la fin du compte à rebours, pouvant aboutir à la déclaration de la fin de cette épidémie. Ceci s'explique par le fait que depuis le 26 septembre 2025, aucun cas n'a été notifié. Au sujet du choléra, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 46e semaine épidémiologique est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas. Dans la ville de Kinshasa, au cours de la 47e semaine, il a quand même été notifié quelques cas suspects. En ce qui concerne le Mpox, par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 46e semaine est marquée par une hausse du nombre de nouveaux cas suspects de 209 à 370. Face à ces 3 épidémies, les actions de riposte en cours et tous les dispositifs sont maintenus pour permettre de faire face aux conséquences de ces épidémies. Note d'information relevant du ministère du Plan. Les ministres d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a présenté le rapport de l'examen national volontaire des objectifs de développement durable ODD. Afin de garantir une mise en œuvre efficace, les Nations Unies ont préconisé un cadre de suivi et d'examen participatif et intégré fonctionnant au niveau national, régional et mondial. Il s'agit d'un forum politique de haut niveau sur les développements durables. Ces forums politiques de haut niveau se tiendra du 6 au 15 juillet de l'année prochaine à New York aux États-Unis autour du thème central des actions transformatrices, équitables, innovantes et coordonnées
pour le programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs de développement durable pour un avenir durable pour tous. Il sera question d'examiner en profondeur les ODD sur l'eau potable et l'assainissement, sur l'énergie abordable et propre, sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures, sur les villes et communautés durables et sur le partenariat pour les objectifs. Ainsi, au regard des nouvelles données issues des enquêtes nationales, la République démocratique du Congo s'est positionnée pour présenter pour la 3e fois son rapport national d'examen volontaire au FPHN de 2026. Note d'information relevant du secteur des affaires sociales. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, a présenté la note d'information relative à l'inauguration imminente des centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness dans le cadre du projet d'appui au bien-être alternatif et des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. En effet, le gouvernement a signé le 13 juin 2019 avec le groupe de la Banque africaine de développement les accords des dons et de prêts pour le financement du projet précité dont l'Agence de mise en œuvre et les Fonds national de promotion des services sociaux FPNCS, cet établissement public placé sous sa tutelle qui vise l'installation durable d'une chaîne responsable d'approvisionnement du cobalt en République démocratique du Congo et l'éradication de façon durable de la présence et du travail des enfants dans les mines et sites miniers artisanaux de cobalt. Ces projets visent la prise en charge sociale des enfants sortis de mines et sites miniers du cobalt ainsi que la reconversion socio-économique en agrobusiness des jeunes et des parents des enfants bénéficiaires. Pour atteindre ces 2 objectifs majeurs, le projet a construit 2 centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba et appuie la structuration des coopératives agricoles des parents des enfants bénéficiaires et des jeunes. Note d'information relevant du secteur du développement rural. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a présenté la note d'information relative à l'organisation de l'atelier de réflexion sur la structuration et l'accompagnement de coopératives, parfois appelées coopératives polyvalentes ou multifonctions. Les coopératives multisectorielles représentent une évolution majeure par rapport aux coopératives traditionnelles. Au lieu de se concentrer sur un seul produit, elles agissent comme un moteur économique global pour un village, un secteur, une chefferie, un groupement ou une province. L'atelier qui sera organisé du 2 au 4 décembre 2025 a pour objectif d'étudier les voies et moyens pour promouvoir le coopératif à travers le pays. Il s'épanchera sur les thématiques allant de la problématique de textes juridiques régissant le coopératif en République démocratique du Congo à celle de leur accompagnement technique et managérial en passant par la question de la fiscalité adaptée aux sociétés coopératives ainsi qu'à leur accès au financement, au marché et au foncier. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a informé le Conseil du lancement officiel le 25 novembre 2025 du partenariat commercial entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni dans le cadre d'un programme de premier plan offrant un accès au marché britannique sans droit de douane pour plus de 90% des exportations congolaises avec une priorité sur le cacao, le café, les épices et les produits alimentaires ainsi que les secteurs de technologie et innovation. Ces programmes se fondent sur des exigences environnementales, sociales et gouvernementales telles que la traçabilité complète, la légalité de la production, les chaînes d'approvisionnement sans déforestation et les respects des normes et de la réglementation. Le ministre du Commerce extérieur a indiqué que 4 grands partenaires intervenant dans le cadre spécifique d'aide au commerce ont été identifiés et ils ont manifesté leur ferme volonté et détermination à accompagner ces partenariats commerciaux. Leur soutien vise à renforcer les capacités des PME congolaises en matière de développement des compétences et de l'intelligence de marché pour l'accès aux marchés mondiaux, la mise en relation avec les acheteurs, la préparation à l'exportation et la conformité aux normes internationales. Ils apportent également un appui institutionnel pour renforcer les cadres réglementaires ainsi que les services sectoriels. Une série d'actions stratégiques et prioritaires ont été expliquées dans le but d'optimiser
d'optimiser ces partenariats combien utiles au développement du commerce avec les restes du monde et spécialement avec la Grande-Bretagne. À son tour, le ministre de Postes Télécommunications a informé le Conseil du projet de construction d'un immeuble devant abriter le siège de l'Union africaine de télécommunications UAT, à côté des efforts déployés pour la réduction de la fracture numérique et l'amélioration de la connectivité dans nos 145 territoires. Les gouvernements ont finalisé le processus de rapatriement du siège de l'Union africaine de télécommunications à Kinshasa. C'est dans ces cadres que sera construit un immeuble qui abritera le siège définitif de cette organisation sous un modèle de partenariat public-privé, dossier qui est à l'étude à l'unité de gestion de partenariat public-privé du ministère du Plan. Vu la taille, la population considérable et surtout la position géostratégique de la République démocratique du Congo au cœur de l'Afrique, qui en fait un hub naturel du secteur des télécoms sur le continent, permettant de relier le nord au sud et l'ouest à l'ouest, il a expliqué la nécessité pour notre pays d'abriter ce siège dont les avantages sont non négligeables. D'autres informations relevant du secteur de mines, faisant suite aux instructions du président de la République au cours de la 47e réunion du Conseil de ministres tenue à Kolwezi dans la province du Lualaba, pour mettre fin à la précarité croissante des conditions de vie des exploitants miniers artisanaux ainsi qu'à la situation des envahissements récurrents des périmètres miniers industriels, le ministre des Mines a expliqué au Conseil la réponse structurelle qu'il a engagée en 2 volets, à savoir l'institution des zones d'exploitation artisanale ZEA et la lutte contre la fraude et la contrebande minière. Il a rassuré que la mise en œuvre rapide et coordonnée de ces mesures, indispensables et déjà entreprises par le gouvernement, dans les buts de garantir un encadrement durable et responsable de l'exploitation minière artisanale en RDC, de protéger les investissements et les droits des titulaires, de réduire significativement les phénomènes des envahissements des périmètres miniers, concéder ainsi que la fraude, la contrebande et les activités minières illicites et renforcer l'autorité de l'État dans ces secteurs tels que voulus par le président de la République. Le ministre des Mines a sollicité du Conseil l'autorisation d'engager une mission répressive pour une durée allant de 3 à 6 mois dans les provinces du Grand Katanga, de l'ex-Grand Katanga, la mobilisation des ressources nécessaires pour garantir l'efficacité et la pérennité de l'intervention pendant cette période et financer les travaux de viabilisation de 137 zones d'exploitation artisanale disponibles, la mise à disposition de fonds nécessaires au fonctionnement des services intervenants dans l'exploitation minière artisanale, notamment les CAMP. Pour boucler ces chapitres de notes d'information, le ministre des Droits humains, représentant la ministre du Genre, a informé le Conseil du lancement de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Cette campagne, qui est partie du 25 novembre, date de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de femmes, au 10 décembre, date de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, en passant par le 1er décembre, jour dédié à la lutte contre les sida, vise respectivement à promouvoir et à protéger les droits de la femme et de la jeune fille, à sensibiliser les grands publics aux différentes formes de violence numérique, à encourager les actions concrètes pour mettre fin à la violence faite à la femme et à la jeune fille, mobiliser les acteurs clés dans la lutte contre ces fléaux. Le Conseil a pris acte de cette note d'information, comme il a pris acte de toutes les notes d'information lues précédemment. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises respectivement lors de la 67e réunion du Conseil de ministres du vendredi 14 novembre 2025 et de la 3e réunion restreinte du gouvernement tenue le mardi 25 novembre 2025. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, un dossier a été soumis par le ministre des Finances qui est lié à la stratégie de gestion de la dette à moyen terme durant la période 2026-2028 de la République démocratique du Congo.
Partant du cadrage macroéconomique qui sous-tend le projet du budget 2026, il a soutenu que cette stratégie décrit les instruments de la dette qui devront être pris afin de lever les ressources additionnelles devant combler le gap de manière à assurer l'équilibre du budget. L'objectif à travers cette stratégie est de financer les besoins de l'État à moindre coût tout en maintenant les risques associés au portefeuille de la dette publique dans les limites acceptables et contribuer au développement du marché intérieur des titres d'État. Cette stratégie, a-t-il martelé, a l'avantage d'allonger la maturité des instruments intérieurs et de recourir beaucoup plus pour les nouveaux accords de financement extérieur au guichet concessionnel. Ceci permet non seulement de réduire les risques de refinancement, mais également de baisser le coût de la dette. Ainsi, les obligations du Trésor de 5 et 6 ans pourront être utilisées comme instrument des dettes intérieures dès 2027 en misant sur une forte participation des placeurs institutionnels et du public. Le ministre des Finances a conclu que la présente stratégie tient compte également de la volonté du gouvernement de recourir à un financement international en 2026 via l'émission de rebond dans le but de financer les infrastructures et faciliter la connectivité nationale. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Commencé à 16h22, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 20h47. Je vous remercie.